retour sur le plateau de Regard Croisé. On était il y a quelques instants sur le Togo, les nouveaux députés qui ont pris fonction ce mardi à l'hémicycle. J'étais avec Maître Tchasouna et je demandais ce qui n'a pas marché entre-temps. Non, vous savez que nos populations ont eu tendance à croire que la CEDEAO, à l'exemple de ce qui s'est passé en Gambie, pouvait venir avec des forces armées et imposer une certaine attitude aux dirigeants de ce pays. On n'est pas dans le même schéma. Nous sommes dans une démarche au niveau de la CEDEAO qui consistait à nous accompagner, à nous entendre pour aller de l'avant. Ce n'est pas une affaire d'arbitrage encore, c'est une question de conciliation, une mission de conciliation, une mission d'accompagnement. Et dans cette mission-là, la méthode utilisée par la CEDEAO, puisque en réalité, quand on parle de dialogue, le dialogue n'a pas été direct. Les seules fois qu'on a vu l'ensemble des protagonistes ensemble, c'est lorsque les caméras sont là pour filmer la salle, tout le monde est là. Et répondre aux questions des journalistes. Le reste, on reçoit, on reçoit ceux-là, le parti au pouvoir, il vous dit ce qu'il pense de nos revendications, et puis on nous reçoit, nous appuyons nos revendications. Après, ils essaient de voir, entre autres, qu'est-ce qu'il faut prendre dans les positions des uns et des autres pour nous faire avancer. Concilier les positions. Concilier les positions, prendre au moins ce qu'il y a comme juste milieu. Voilà la démarche qui a été celle de la CEDEAO. C'est une démarche de conciliation et d'accompagnement plus qu'une démarche juridictionnelle. Donc, il faut comprendre qu'ils sont limités dans cette démarche au niveau de notre accompagnement. Donc, le gros effort devait être fait entre Togolais. Donc, il faut aujourd'hui qu'on travaille à mettre ce pont qui a manqué. Moi, ça me donne l'impression que la CEDEAO est arrivée pour trouver un peuple qui est sur deux rives séparées par un gros fleuve qui débouche sur un volcan. Et ils sont obligés en face. Donc, ils se sont retrouvés sur le navire. C'est sur le navire qu'on discute. Sans possibilité, ils sont obligés de faire la navette. Entre l'autre rive et l'autre rive, il n'y a pas de véritable pont. Il s'agit pour nous aujourd'hui, les Togolais, de transcender tout ce qu'on a eu comme difficulté et essayer de commencer par mettre ce pont-là pour qu'on se parle. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution que celle-là. Les Togolais, nous avons besoin, quelles que soient les difficultés, de trouver moyen de nous parler et d'avancer ensemble. La CEDEAO, elle a beau avoir toute la volonté, mais tant que chez vous, vous êtes chacun resté sur sa rive, il me semble que c'est difficilement qu'elle peut réussir sa mission. Kamala Adjaï, quelles sont les réformes urgentes que la nouvelle Assemblée doit opérer, selon vous? Bon, je pense que tout le monde a le mot à la bouche, les réformes institutionnelles et constitutionnelles. Je ne suis pas dans le secret de l'Assemblée, donc j'estime qu'il y a un calendrier prévu pour les réformes. Ils viennent de faire leur rentrée parlementaire. Bon, ils feront encore leur rentrée parlementaire. Donc, on verra bien. Je reste spectateur comme vous, comme tout le monde, et on verra quelles seront les réformes. Mais pour moi, j'ai une petite idée de ce que j'attends comme réforme, comme terrain d'action de cette nouvelle Assemblée. Moi, j'attends beaucoup de la nouvelle Assemblée sur les lois afférentes au social, au développement économique, ainsi de suite. Tout en entendant l'aspiration de mes concitoyens qui parlent sans cesse des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Mais moi, ce qui m'intéresse réellement, c'est vraiment le développement économique et social. Et je pense que c'est quelque chose qui est très bien fait par ce gouvernement qui est en place, à travers les divers mécanismes mis en place depuis un bon bout de temps, et que c'est toute une chronologie, c'est un schéma. Vous n'êtes pas au pays, mais comment vous avez su tous ces choses-là? C'est vous qui m'apprenez que je suis pas au pays. Je suis au pays. Vous êtes en temps entre deux avions. Je voyage comme tout le monde. Je voyage comme certaines personnes, mais je suis assez fréquemment au pays. Je suis là quasiment tous les mois. Je vis plus à Lomé qu'à l'étranger, et j'observe au jour le jour l'action gouvernementale, son impact sur le pays. Et tout n'est pas rose. Tout n'est pas rose, comme je le dis à chaque fois. Mais j'ose croire que je suis convaincu
convaincu qu'il y a un schéma, qu'il y a un processus. L'effort, il est consenti. Les choses vont de belle comme on le veut et accompagnons. Mais aujourd'hui, laissons les divisions politiques derrière nous et accompagnons vraiment ce qui est important pour les Togolais. C'est le développement, c'est l'économie. On a tellement souffert de cette crise qui est passée et c'est pour ça, moi, je me réjouis fortement de cette nouvelle assemblée qui est mise en place maintenant. Et il y a une grande page d'histoire qui se tourne. Et maintenant, regardons l'avenir. Oui, vous savez quoi? Les réformes à opérer selon vous? D'abord, il faut préciser qu'il y a un grand nombre de Togolais qui ne se retrouvent pas dans cette assemblée. Oui, il y a un grand nombre de Togolais qui ne se retrouvent pas dans cette nomination. On n'est pas obligé quand même de se retrouver. En même temps, c'est normal si on n'a pas voté. Non. Oui. Vous savez, lorsqu'un scrutin s'est déroulé de façon libre, transparente, et que c'est certains citoyens qui, librement, ont décidé de ne pas aller voter, ça c'est différent. Cette situation que nous avons vécue, c'est carrément différent de ce que vous pouvez dire que le vote il est libre, il n'y a aucune loi qui force, etc. Alors donc, non, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça parce que je vous dis qu'il y a beaucoup de Togolais. Il y a beaucoup de Togolais qui ne se retrouvent pas. À l'heure actuelle, quels sont les chantiers qu'ils doivent attaquer? Les chantiers qui doivent être attaqués. Moi, je veux plutôt parler en référence au nouveau gouvernement qui va être mis en place. Mais par rapport à cette assemblée, je n'ai rien à dire. Mais moi, je préfère me prononcer sur le nouveau gouvernement. Donc moi, par rapport au nouveau gouvernement qui sera mis en place, moi, j'attends de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des ressources du pays. Je ne veux plus entendre parler de fonds qui disparaissent. Ça, c'est pour le gouvernement. Oui, ça c'est pour le gouvernement. Et moi, je vais juste parler par rapport au gouvernement. Je ne veux plus entendre parler de fonds qui disparaissent et sous la responsabilité de certains ministres et qui restent toujours à leur poste, narguant, jouant privilégié. Je veux la bonne gouvernance. Je veux la lutte contre la corruption. Je veux que lorsque les ministres sont interpellés et à l'hémicycle, qu'ils y répondent parce que c'est leur façon de montrer. Non. La place des députés. Oui, non. Je laisse la parole à Maître. C'est intéressant. L'opposition coalisée doit-elle regretter le mot d'ordre de boycott au jour d'aujourd'hui, au vu des choses, parce que vous faites partie ou bien vous en faites? Il est embêté là. Non, je crois que venons dans l'essentiel. Oui. Vous demandez est-ce qu'il faut regretter le mot d'ordre? Non, il ne faut pas dire qu'on regrette. Ça, c'est des choix assumés. Quand les gens assument une position, vous prenez une position. Ne regrette pas. De n'être pas allé aux élections. Oui. Pourquoi je dois regretter? Ça, c'est un choix calculé, assumé. À la veille du dépôt, ça le jour où il fallait déposer le dossier, j'ai sorti un communiqué où j'ai énuméré un certain nombre de points. J'ai demandé qu'on reporte des élections, j'ai demandé qu'on libère nos compatriotes qui sont libérés, qu'on revoie le chronogramme, qu'on aide nos amis à rentrer. Le programme en demandant à tes militants d'aller se faire recenser. Je vais vous faire sourire. Oui. Avant d'arriver ici à 17h, je recevais un monsieur qui est venu me remercier par rapport à la carte d'électeur que au moins c'est quand j'ai demandé aux gens d'aller prendre leur carte qu'eux ils sont allés le faire. Que dans le septentrion, la plupart des gens, près de 99% de la population n'a pas sa carte d'électeur, sa carte d'identité. Et que la carte d'électeur en tient lieu parce que au moins ils ont un début de commencement de preuve par écrit pour s'identifier. C'est un papier qui leur sert dans beaucoup de choses. Quand l'opposition a demandé le boycott du recensement, des gens étaient embêtés. Et que c'est quand au moins j'ai eu cette audace de demander allez prendre vos cartes. Ils ont dit mais au moins M. Chassona a dit nous on va aller le prendre. Et que ça leur sert dans leur commerce, dans leur déplacement, dans beaucoup de choses. Au moins, quand en traversant les frontières où on prenait 500 pour ceux qui n'ont pas, comme le dit mon ami, la corruption, qui est instituée de part et d'autre de nos frontières, au moins, quand il y a une carte, au moins, on te laisse passer. Donc, il y a beaucoup de choses aujourd'hui, il y a beaucoup de modifications. Par ailleurs, la carte d'électeur, elle n'a pas, c'est un instrument politique. Je dis, c'est pas parce que vous avez un champ et que vous soupçonnez les voisins d'être des envahisseurs, des voleurs, que vous abandonnez votre champ. Il faut le protéger.
il faut le protéger. Si on avait... Non, c'est que je dis. Maître, une carte d'électeur ne traverse pas les frontières. Une carte d'électeur ne traverse pas les frontières. C'est un début de citoyenneté. Non. Je dis, c'est un commencement de Mais justement, j'apprécie votre position, M. Chassona. Quand vous demandez à ce qu'on établisse des cartes d'identité à tous les Togolais, c'est de bon sens. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas fait? Les gens ne le font se faire. On a le matériel, bien sûr, des cartes, mais c'est la volonté qui est pas finie. Donc, malheureusement, il n'y a pas de carte d'identité, c'est déplorable. Mais ces populations aujourd'hui, avec la carte électeur, se disent, mais moi, j'ai un début de commencement. Un commencement de preuve par écrit de ma citoyenneté. Ça, c'est un élément. Par ailleurs, la carte d'électeur, rarement on a vu dans des pays où les gens ont demandé le boycott du recensement. Parce que ce n'est pas seulement un acte pour les élections, mais il participe des statistiques qui permettent de faire des projections. C'est le recensement politique. Non, attendez. Tout recensement est d'abord un acte administratif avant d'être un acte politique. Il faut le comprendre comme ça. Donc, je dis, là où on a vu, moi, le seul exemple qui me vient à l'esprit, c'est celui de RDC encore, où Tshisekedi avait demandé aux gens de boycotter le recensement. La suite, on la connaît. C'est ça qui a désaxé. On a vu comment Tshisekedi a fini. On peut boycotter l'élection, mais le recensement, je reste droit dans mes bottes que, en réalité, un homme politique ne peut pas demander le boycott du recensement. C'est un acte anti-citoyen, d'ailleurs. Vous l'avez dit, s'il n'y avait jamais eu prorogation. S'il y avait prorogation. S'il n'y avait jamais prorogation. Je l'avais déjà dit en octobre, par écrit, et je ne suis jamais revenu sur ma déclaration. Apparemment, vous ramez à compte courant selon ce qui se passe dans la coalition, puisqu'il y a d'autres qui ont dit... Non, je vais vous dire une chose. J'aime souvent quand mon ami Fabre répète à longueur de journée une citation de Mandela. Quand on n'est pas d'accord, on dit non. Quand je ne suis pas d'accord, je dis non. Vous avez dit non. Alors, faut-il toujours parler de la C14 aujourd'hui? C'est tout à votre gloire, d'ailleurs. Que s'est-il passé entre-temps, entre vous? Non. C13, C12? Moi, je n'en sais rien. Est-il que, après que j'ai pris cette position, que j'ai assumée et que j'assume encore, vous avez écouté sur les voies, par les voies de radio, sur les voies, donc vous m'avez promis des sanctions. Que je suis allé à contre-courant. J'ai dit, d'accord, les sanctions, par rapport à quoi? J'étais dans mon coin, j'attendais les sanctions. Et le 16, je reçois un courrier par lequel on me convoque à une réunion le 20 pour venir m'expliquer sur ma prise de position. Ben, entre-temps, le 16 déjà, moi et le deuxième représentant de mon parti qui participions à la réunion de la coalition, nos numéros ont été retirés de notre plateforme de communication par laquelle... Comment cela a été possible? Ils nous ont retiré carrément. Donc, je comprends. Ça traduit l'état d'esprit de cette personne. Attends, on comprendre les choses, oui. J'ai dit que les membres de la coalition ont retiré nos 2 numéros pour qu'on n'ait plus accès à tout ce qui se fait au sein de la coalition. Et depuis, nous considérons que nous étions... On nous a mis, les sanctions ont commencé par tomber. Jusqu'à ce que je reçoive la lettre par laquelle on me convoque à venir m'expliquer sur ma position. Et j'ai répondu, non, écoute, je vais aller à quoi? Au nom de quoi on va me convoquer? Depuis quand, dans une coalition, on va convoquer un parti pour l'entendre? Au nom de quoi? Sur quelle base? La coalition n'a pas de règlement intérieur qui a prévu des dispositions disciplinaires et des sanctions. On m'annonce déjà des sanctions. On a commencé par appliquer ce que je ne sais pas. Vous évoluez sur quelle base? Non, mais écoute, c'est une entente. Moi, je faisais rire à un de vos amis aujourd'hui qui est venu me poser la question, qui paraît que le MCD fait toujours partie de la coalition puisqu'on n'a pas envoyé de lettre de démission. Il dit, mais pourquoi devait envoyer une lettre de démission? Est-ce que j'ai rempli une fiche d'adhésion pour que j'envoie une lettre de démission? Je constate tout simplement que c'est la coalition qui a fermé ses portes à ma formation politique. Parce que la seule porte qu'on avait d'avoir accès aux informations au niveau de la coalition, c'était notre présence sur cette plateforme par laquelle on s'échangeait des informations, où on prenait acte des convocations de réunion. Du moment où on nous a sauté, c'est qu'ils ont fermé la porte, mais je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qui a amené à cette prise de décision-là? Au sein de la coalition? Oui. Mais approchez-les pour leur demander. Non, mais vous êtes là... Non, mais moi j'ai écrit, je n'ai pas eu de réponse. Qu'est-ce qui vous a amené à vous retirer du groupe?
Je ne me suis pas retiré, je ne sais pas si je me fais bien entendre. C'est bien sûr. C'est votre déclaration. Non, sortie. Vraiment avec la C14. Je dis tout simplement, depuis la position demandant aux gens d'aller se faire recenser, mes amis déjà le 14, dans les radios, tout cela, m'ont promis des sanctions. J'ai dit, bon d'accord, si on doit me sanctionner, on doit m'expliquer pourquoi on doit me sanctionner. Si je prends une position qui est conforme à une prise de position de mon parti et qui d'ailleurs même va dans l'intérêt de la population et qu'on doit me sanctionner pour ça, j'assume. Parce que ça ne pouvait pas être traité à l'interne. Non, ça c'est un autre problème. Ça c'est un autre problème, nos débats. Ça intéresse les Togolais. Ça c'est un autre débat. Oui. Mais, alors moi j'attends. Et voilà que dans la suite, le 16 déjà, le 14, le 16, on vous retire de la seule porte d'entrée qui vous permet de savoir ce qui se passe, on vous retire. Et puis vous recevez le même 16 un courrier vous invitant à une réunion le 20 pour venir vous expliquer sur votre prise de position du 14. Qui a signé le courrier finalement? Brigitte Adjamago comme coordonnatrice. Alors j'ai répondu le même 19, je leur ai envoyé un courrier pour dire mais écoutez, la prise de position du parti, elle est conforme à la liberté d'expression qui est reconnue au parti politique. Et que la coalition, si elle existe, ce n'est pas une pensée unique. Nous ne sommes pas là comme dans une société secrète où c'est l'Omberta, c'est le gourou qui parle et que tout le monde assure. Mais peut-être qu'ils ont été surpris. Pour nous, c'est une société unique. C'est une société unique, c'est une pensée unique et toute personne est ennemie. Tout ce qui s'est passé là, cela ne montre pas un peu l'ambiance tendue qui règne au sein de cette coalition-là, dont on a longtemps parlé? Non, ce n'est pas le lieu ici de dire comment nous travaillons. Nous parlons d'un épisode. Nous parlons d'un épisode qui s'est déroulé. Il se passe beaucoup de choses là. Bon, mais c'est à vous de m'informer de ce qui se passe. Non, j'ai parlé d'une situation qui s'est présentée, ce n'est pas la première fois. Toutes les fois, même sur vos antennes ici, il m'est arrivé de venir, de parler, de dire des choses telles que je le pense. Ce n'est pas la première fois. Ils doivent être habitués. Lorsque je dis, quand on n'est pas d'accord, on dit quoi? On dit non, comme Fabre aime à le répéter. Pourquoi quand il peut dire non, moi je ne peux pas dire non? Ok. Yao, la coalition appelle à une nouvelle manifestation ce samedi 12. Qu'est-ce que cela peut changer? Non, mais qu'est-ce que cela peut changer? Moi, j'ai toujours dit sur vos antennes ici que dans un pays, les populations ont deux modes d'expression. Soit descendre dans les rues pour exprimer et porter leur voix par rapport à une situation, ou aller dans les urnes. Alors donc notre constitution prévoit qu'il faut librement manifester, et donc ma foi, je pense que démocratiquement cela répond aux valeurs, aux prérogatives que confère la constitution aux populations. Donc je pense que c'est tout à fait normal si des acteurs politiques qui ne se retrouvent pas dans des pratiques ou dans des démarches, dans des initiatives, c'est de leur droit de porter haut leur voix, et ma foi, je crois que ça ne devait même pas faire objet de débat, ça ne devait pas faire objet de débat du tout. Camarade, est-ce que ça peut changer cette marche prévue sur le 12 prochain? Vous savez, quelque chose de concret? Moi, j'ai plusieurs points d'analyse. Nous sommes dans un pays, Dieu merci, manifester, marcher dans la rue, c'est un droit et c'est reconnu. Et c'est accordé. Deuxième point, quand on marche dans la rue, qu'est-ce qu'on réclame? C'est la question que je me pose. Quand la coalition ira marcher encore le 12, qu'est-ce qu'elle réclame? Il faudrait peut-être nous le dire. Et troisième point d'analyse, je pense que les Togolais aujourd'hui, on connaît vraiment le vrai visage de cette soi-disant coalition. C'est rien. C'est rien. Et ça a intoxiqué pendant longtemps la vie sociale, la vie économique de ce pays. Dieu merci, aujourd'hui, il y a une nouvelle assemblée qui est mise en place. Tout ça, c'est derrière. Et moi, je vous donne rendez-vous le 12 pour voir ce qui se passera dans la rue. C'est-à-dire, il n'y aura rien. Maître Tchasouna a dit non, mais permettez à ce qu'on puisse avancer. Les questions de développement peuvent-elles aborder alors que la crise politique court toujours? Moi, je dis que quel que soit, Maître Tchasouna, quelles qu'aient été les conditions qui ont concouru à cette assemblée, je tire une conséquence majeure. Aujourd'hui, il n'y en a plus
de raison de se cacher derrière une opposition qui bloque. Il n'y aura suffisamment eu le temps d'analyser ce qu'attend ce peuple, les réformes et les réformes. Je crois que la priorité des priorités, il faut donner satisfaction à ce peuple-là, aller au-delà, même s'il le faut, de ce que nous pouvions attendre, surprendre même agréablement les Togolais de cette bonne volonté, comme le dit mon ami Kamal, que c'est une autre ère qui s'ouvre pour eux, donnez-nous la chance d'apprécier. Pas pour eux, pour les Togolais. Non, pour les Togolais. Pour leur aller au-delà, de proposer au-delà ce qu'on attend. Donc, aujourd'hui, ils n'ont plus raison de dire, ben voilà, il y a une opposition qui refuse de venir quand on convoque la session pour discuter du projet de loi. Ils sont seuls, ils ont la majorité qualifiée. Il a choisi son opposition. Ouais. Il a choisi son opposition. On n'a pas refusé à quelqu'un de ne pas aller aux élections. Donc, il faut vite régler cette question qui est vieille déjà. Depuis 2006, nous avons traîné cette question. Il faut la régler définitivement. Les questions de développement sont aussi importantes. Et les questions sociales. Et je pense qu'il faut envisager ces questions de développement et du social dans un contexte beaucoup plus global. Pas seulement au niveau des actions qu'on voit avec des ministres qui ont des projets dont on ne voit pas trop d'impact, mais il vaut plutôt que cela soit structuré. La décentralisation en est une chance, mais également, il ne faut pas s'arrêter à la décentralisation. Il faut également donner des moyens à nos localités pour pouvoir se développer. Et en plus de cela, il faut penser à la déconcentration de pouvoir. Parce que, également, ça, c'est un autre problème. Quand on doit faire sa nationalité, il faut quitter Dapaon pour venir jusqu'à Lomé, il y a problème. Il y a des questions qui concernent le mieux-être de nos populations. Il faut rapidement régler ces problèmes-là pour amorcer une décrue au niveau de la tension intérieure avant de voir comment régler le problème sur les autres aspects. Est-ce que les questions de développement sont possibles à l'heure actuelle quand on sait que la C14 ou C13 envisage marcher le 12 prochain? Moi, je crois que si le chef de l'État a la volonté de surprendre les Togolais, il les surprendra. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que j'encourage le chef de l'État, parce que moi, je vous entends ici, je l'ai toujours dit. J'encourage encore une fois le chef de l'État à rencontrer cette coalition-là. Nous l'avons toujours dit, je ne sais pas si c'est de son propre chef qui n'a jamais voulu le rencontrer ou s'il y a des mains, des conseillers obscurs qui les découragent. J'encourage d'abord sur ce point le chef d'État. Et de deux, il faut que le chef de l'État arrête de gratifier les gens. Il ne faut pas nommer les gens parce qu'ils ont été fidèles, etc., alors qu'ils ne peuvent pas apporter grand chose. On a besoin d'avancer. On a besoin d'évoluer. Donc on nous met des gens de poigne, des gens qui peuvent nous apporter des résultats. Et sur vos plateaux, j'ai l'habitude de citer certaines qui font leurs preuves. Quand vous prenez Mme Ingrid Awade, c'est une dame qui fait ses preuves quand on prend le professeur Kokoroko, même M. Adedje au départ de M. Bidamo, il a pris les dons en vue. Donc nous voulons des gens qui puissent apporter un résultat et non pas de remercier des gens en les nommant des postes et qui ne peuvent même pas aucune admiration, aucune évolution. Non, on n'en a pas besoin. Vos ambitions pour l'avenir? Des ambitions, c'est des ambitions. Vous n'êtes plus vraiment avec la C14, vous évoluez maintenant en Singleton peut-être. Mais dites-nous, il n'est plus vraiment avec la C14 ou il n'est pas avec la C14? Parce que moi j'ai besoin d'être éclairé. Nous sommes dans une situation qui s'apparente un peu à un concubinage. Le concubinage, il n'y a pas de règle écrite. Vous êtes là, quand c'est bon, le jour où vous ne vous entendez pas, chacun prend sa route. On est en concubinage politique. Voilà. Bon, mais l'avenir pour ce pays, je fonde des espoirs. Vous savez, mes amis dans la coalition, c'est des gens qui sont de grandes personnalités, qui aiment ce pays. On a pu le mesurer. Il n'y a pas un seul là-bas qui veut casser ce pays. Ça, c'est un discours que je refute. Tout ce que nous avons recherché dans ce pays, c'est de le construire, de nous entendre. Malheureusement, il a manqué cette petite action-là de rapprochement des points de vue pour qu'on se retrouve, nous asseoir, nous entendre. C'est des gens qui sont animés de très bonne volonté. Nous tous là-bas, sinon on n'en serait pas ensemble. Donc, d'aller de l'avant. Mais il faut que
ces démons de la division puissent quitter et qu'on trouve moyen de nous retrouver quelque part. Et je fais confiance à l'Église, à tous ces hommes de Dieu qui sont là au Togo, ils doivent œuvrer à cela. C'est ça leur rôle, de faire en sorte que ce pont que nous attendons de tous nos voeux puisse être établi pour que les deux bords politiques se retrouvent et parler essentiellement du développement. Tous les bords politiques. Merci beaucoup à vous, Maître Tchassona. Juste un mot en 15 secondes pour terminer, puis c'est déjà la fin. Je pense que Maître Tchassona a bien résumé les défis qui sont les nôtres dans les prochaines années. Il faut comprendre que, quelle que soit notre manière de penser, nos procédés, j'arrive, 2 secondes. Nos procédés, il est important de comprendre que nous sommes tous des Togolais et que nous resterons des Togolais. Nous sommes de la même famille. Ne nous divisons pas pour remporter les défis sociaux, économiques et tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Il faut être un. Yao Eklo Nokounou, merci d'avoir passé sur ce plateau. Justement, et pour lancer un appel, faisons de telle sorte que des armes achetées pour protéger les Togolais ne servent plus à tuer des Togolais, à tuer des enfants. Il faut prendre cette hauteur-là. Fidélité sans cesse renouvelée. C'était Maître Mohamed Tchassona Traoré, président MCD, Kamal Adjaï, les cadres unis, et puis Yao Eklo Nokounou, président du ton patriotique de la jeunesse patriotique. Voilà. C'est ainsi que se referme cette émission. On se dit à très vite, toujours avec le même plaisir. Au revoir. Au revoir.